Voilà, bonjour, bienvenue à tous. Merci d'être là pour ce dernier Midi de l'Imaginaire de l'année 2022 et le dernier Midi de l'Imaginaire qui s'inscrivait dans un cycle de 3 conférences consacrées aux policiers dans toute sa diversité. Donc le policier dans la bande dessinée comme on a fait en octobre, le policier en littérature, notamment en littérature populaire comme on a fait le mois passé avec Jérôme Serme, et puis aujourd'hui alors le policier au cinéma, sous une forme un peu particulière dont on va parler. Et pour ça, je suis très heureux d'inviter un ami de la Bila, qu'on connaît depuis longtemps, Christophe Mavroudis, qui est passionné par l'écriture et par le cinéma depuis très longtemps, qui a une formation en communication, et il a commencé sa carrière comme journaliste cinéma, notamment dans la revue Science-Fiction pendant 3 ans. Il a ensuite fondé, en tout cas cofondé la SBL Mefamo, pour laquelle il réalise différentes captations et films institutionnels. Il s'est spécialisé dans le cinéma dit de genre, donc ce qui nous intéresse évidemment, la Bila, le fantastique, le polar, la science-fiction. Et en 2014 est sorti, en tout cas a commencé à diffuser son premier court-métrage qui s'appelle Voisin, un court-métrage plutôt de science-fiction, dystopique, qui a déjà remporté un beau succès d'estime. Et puis il a réalisé un deuxième court-métrage qui s'appelle Caducéa, et alors là, qui a très très bien marché, puisqu'il a été, corrige-moi si je me trompe, je pense qu'il a été sélectionné dans environ 150 festivals et a reçu presque une centaine de prix. Donc voilà, très très beau parcours qui se termine tout doucement, qui est fini maintenant. Qui est fini, il a été diffusé pour la dernière fois à Amsterdam à Halloween cette année. Donc très très beau succès pour ce court-métrage. En parallèle à ça, il organise différentes conférences, formations sur le cinéma de genre, mais aussi sur les effets digitaux et numériques. Et pour parler un peu de son actualité, là, il est sur un très beau projet, notamment en collaboration avec Antoine Bourse, qui est là aujourd'hui, d'une série qu'on rêve de découvrir un jour, donc on prie pour que ça se concrétise, qui mêlerait l'œuvre et la vie de Jean Ray, donc ce grand écrivain fantastique belge, mais grand écrivain de l'histoire de la littérature tout court, évidemment. Et il se lance dans un autre projet qui est la réalisation d'un court-métrage inspiré d'Edgar Allan Poe en stop-motion, c'est ça, en collaboration avec l'Atelier du Chat Noir. C'est bien ça. Ouais, voilà. Qui sera sur vos écrans d'ici 3-4 ans, si tout va bien. Soyons patients. C'est ça, voilà. Donc merci à lui, merci à vous d'être là et bonne écoute. Donc j'ai oublié de dire le thème quand même, ce sont les détectives de l'étrange, j'en parle pas parce qu'il en parlera beaucoup mieux que moi. Voilà. C'est à voir. On va... Bien déjà, merci à tous, ça fait plaisir de voir ce monde et de pouvoir faire cette présentation en présentiel. Ça, vous êtes vrai, vous n'êtes pas une illusion, vous n'êtes pas des fantômes, vous n'êtes pas des spectres, donc cette conférence a bel et bien lieu. Donc je suis vraiment content de vous voir tous ici. Alors oui, effectivement, on s'inscrit dans le cadre de la thématique du policier, mais c'est vrai que le policier n'est pas forcément mon genre favori, mais il y a justement toute une série de récits qui sont un petit peu à la lisière des genres, donc du fantastique et du film policier, donc même si ça dépasse bien c'est un mélange qui devient très fertile en lui-même. Et donc, ces détectives de l'étrange au cinéma, ça va être un peu le sujet que je vais vous présenter ici dans la petite heure qui vient. Alors, je vais un peu vous partager avec vous en fait le fil de mes réflexions quand j'ai commencé à m'attarder sur le sujet. Donc il va y avoir beaucoup de partage d'émotions personnelles en fait par rapport à certaines œuvres qui m'ont vraiment mis sur le chemin, et puis je me suis rendu compte qu'il y avait tout un réseau de choses assez intéressantes à dévoiler sur les détectives de l'étrange. Donc un de mes premiers contacts avec les détectives de l'étrange, puisque je vais principalement parler de ceux qui sont confrontés directement au surnaturel et à des forces infernales, a pris un peu la forme pour moi de 3 personnages que j'ai découverts donc à la moitié des années 90. Le premier détective de l'étrange pour lequel j'ai une vraie passion, c'est Dale Cooper de la série Twin Peaks, créée par David Lynch et Mark Frost, donc l'agent du FBI chargé de résoudre le meurtre de Laura Palmer dans la petite ville de Twin Peaks, mais dont les méthodes sont pour le moins inhabituelles, puisqu'il se fie à ses rêves, il a des capacités de déduction hors normes, il invoque le Dalai Lama lors de certaines enquêtes. On a un autre personnage auquel je tiens beaucoup, et sur lequel je j'aurais pu parler le temps de toute une conférence, qui est Harry Damour,
qui apparaît dans le film Le Maître des Illusions, en tout cas au cinéma, en 1995. Harry Damour est un personnage de détective de l'étrange qui a été créé par Clive Barker et qui apparaît dans sa nouvelle La Dernière Illusion. Donc Clive Barker, qui est un cas un peu rare dans le cinéma fantastique, puisque c'est à la fois un auteur prolifique et reconnu, et c'est également un cinéaste qui a eu en charge la réalisation de 3 films, dont celui-ci où on a un inspecteur, Harry Damour, qui est confronté à un monde où la magie et l'illusion s'opposent. Il va devoir démêler le vrai du faux dans un univers où certains magiciens ont de vrais pouvoirs et où d'autres ne sont que des charlatans. Et enfin, on a un autre personnage ici qui est John Trent, qui apparaît dans le film L'Antre de la folie de John Carpenter, qui est un film qui date de 1994. John Trent est un agent engagé par une compagnie d'assurance pour retrouver un écrivain d'horreur, Sutter Kane, qui a disparu. Au fur et à mesure de son enquête, il va découvrir que d'abord Sutter Kane n'a pas disparu, mais qu'il a peut-être acquis un pouvoir hors norme, qui est celui de redéfinir la réalité. Et John Trent étant un sceptique convaincu, il va essayer la plupart du film de démonter le mécanisme de ce qu'il prend pour une falsification. Alors, a priori, j'ai envie de dire, si je veux opposer les genres, on pourrait se dire que le policier et le fantastique ne sont pas forcément des genres qui sont destinés à se rencontrer. On pourrait dire d'un côté Julie Lescaut et Freddy Krueger, qu'est-ce qu'ils feraient bien ensemble, quoi, pour caricaturer un peu. Or, il y a une façon de voir l'évolution des formes qui montre qu'il y a tout de même certains éléments de l'enquête policière et du film fantastique qui se recoupent. Donc souvent, dans un film fantastique et dans un récit policier, on a un premier mystère. On a un mystère qu'il s'agit d'élucider, un coupable à trouver ou une scène à reconstituer, ou faire la vérité, faire la lumière sur un cas particulier. On a très souvent des crimes. On a très souvent une enquête du coup qui est menée dans le fantastique parfois par un kidam, c'est-à-dire que les forces de l'ordre à ce moment-là dans le fantastique ne sont pas de son côté, c'est-à-dire que généralement le policier représente plutôt le rationnel, la raison, donc il oppose des arguments logiques à une personne qui dirait j'ai été victime d'un fantôme ou autre. Et donc souvent dans le fantastique on a une personne normale qui est amenée à faire une enquête et à découvrir tout un univers qu'elle ne connaît pas. Ça ne fait pas forcément de lui un détective de l'étrange, mais on voit qu'il y a des motifs récurrents communs aux deux. Alors le fantastique, c'est qui plus est autant un genre bien déterminé, un type de récit avec des événements attendus, mais c'est aussi une certaine esthétique. C'est une manière de mettre les choses en image au cinéma. Et il y a certains éléments de cette esthétique qui est devenue commune à un certain type de récits policiers, en particulier les polars et les films noirs. Donc, parmi les éléments de cette esthétique, je pense que c'est important de parler de l'expressionnisme allemand, donc qui émerge dans les années 20, donc qui est inspiré de la peinture, et dont on pourrait résumer d'une certaine façon que son objectif est de retranscrire le monde à travers le regard d'un fou. Donc l'expressionnisme, on peut le voir ici, a été fort mis en valeur dans le film Le cabinet du docteur Caligari, où justement pour le coup on a un fou qui parle de son expérience, et la retranscription de son témoignage se fait dans des décors biscornus, un monde où les lumières sont très tranchées, sont très contrastées. On peut voir ici une scène qui vient du film Metropolis. Pour le coup on pourrait se dire qu'on est plus dans la science-fiction, mais on peut voir vraiment qu'on a une atmosphère de cauchemar qui émerge dedans, et cette atmosphère de cauchemar, elle va être assez commune à une certaine façon de concevoir le récit policier et le récit d'enquête. Cette image ici que je prends, par exemple, ne vient pas d'un film fantastique, elle est inspirée, elle est très expressionniste, on peut le voir, son utilisation des lignes, des ombres également. Elle vient d'un film noir qui s'appelle En quatrième vitesse, que Robert Aldrich réalise en 1955. Et donc on a dans ces codes qui jouent sur l'inquiétude, sur l'angoisse, une manière de concevoir la mise en image qui est commune autant en fantastique que dans le polar ou le film noir. On peut voir d'ailleurs à ce niveau-là que ces deux images, pour le coup, même quand on avance encore dans l'histoire, dans l'histoire du cinéma, ces deux images ne viennent pas de films pour parler fantastique ou d'horreur.
Elles viennent toutes les deux de récits qui parlent du même personnage, à savoir Hannibal Lecter. La première image qu'on voit ici vient du film Le Silence des agneaux, et la seconde ici vient d'une vision qu'on voit apparaître dans la série Hannibal, dont la première diffusion a eu lieu en 2013. On peut voir que quand on s'attarde à s'approcher de l'esprit du criminel, à essayer de saisir mais qu'est-ce qui fait qu'un monstre moderne comme le serial killer peut exister dans notre monde, on pénètre très vite dans le champ du cauchemar. Et donc, par extension, du fantastique. En ce sens-là, on peut presque voir dans les scientifiques expérimentaux de la série Mindhunter, presque également des détectives de l'étrange. Alors eux ne sont pas confrontés à des phénomènes surnaturels, mais ils sont confrontés à des esprits qui échappent à toute norme. Et pour comprendre comment fonctionnent ces esprits, ils vont devoir utiliser les nouvelles méthodes scientifiques qui sont à leur disposition, les nouvelles méthodes de psychologie pour détecter, trouver des schémas et pouvoir analyser ces personnes-là. On a, d'une certaine façon, des enquêteurs qui vont utiliser des méthodes hors normes pour analyser des personnes et des phénomènes hors normes également. Même si Mindhunter reste sur le plancher des vaches, je veux dire, on part pas dans une autre dimension où il n'y a pas d'éléments surnaturels, mais en tout cas, on a des éléments hors normes qui arrivent. Et ces éléments, ce sont les serial killers, donc ils sont vraiment ces monstres modernes qui ont émergé, à la moitié du XXe siècle et qui ont alimenté le cinéma depuis de nombreuses années, à commencer par le Psychose Hitchcock, où là, encore une fois, on sentait l'influence expressionniste et gothique qui est entrée dans une histoire qui pourtant n'avait rien de surnaturel, à proprement parler. Je pense du coup que c'est assez intéressant de voir surgir dans ces récits policiers certaines figures qui font référence explicitement à des formes de démons. Et c'est assez amusant de voir que conjointement à la même époque, donc on est ici en 1995-1994, on a deux films qui sortent coup sur coup, à savoir Usual Suspect de Bryan Singer et Seven de David Fincher, qui mettent en scène le même acteur, Kevin Spacey en l'occurrence, dans finalement un rôle, des rôles qui ont pas mal de points communs, d'une certaine façon. Alors les récits n'ont a priori rien à voir. Le premier Usual Suspect se passe principalement dans un commissariat où un inspecteur interroge Verbal Kint, qu'on peut voir ici, pour qu'il l'aide à reconstituer les événements qui ont amené à un massacre sur un bateau qui a pris feu. Et au fur et à mesure de l'investigation, émerge un nom qui est celui de Kaiser Soze, qui est un criminel mythique sur lequel personne n'a jamais réussi à faire la lumière. Et donc l'inspecteur se dit, à travers cette interrogation, je vais pouvoir identifier qui est Kaiser Soze, dont le nom fait frémir les criminels, et dont le portrait est véritablement un portrait mythique. Il y a quelques scènes où on le voit filmé au ralenti, des flammes derrière, on est vraiment dans une imagerie presque satanique, et le mot satanique est lancé et ne nous quittera quasiment plus de toute cette conférence. En dessous, on voit le même Kevin Spacey interpréter un tueur en série, pour revenir à lui, John Doe. John Doe, qui est le nom des victimes anonymes aux États-Unis. John Doe, donc, qui est un tueur en série qui massacre ses victimes en fonction des 7 péchés capitaux. Donc il les punit en fonction du péché selon lequel eux, ils ont fauté. L'atmosphère du film Seven est une atmosphère extrêmement pluvieuse, toujours encore une fois aux limites du cauchemar. L'atmosphère est très dense, très poisseuse. Et il y a une caractéristique entre les deux personnages qui m'a toujours frappé, c'est que Kevin Spacey dans les deux films est un personnage qui boite. J'en arrivais même à penser lorsque je voyais les films que c'était un personnage, c'était un acteur qui était blessé, et que c'était un handicap. Or, il s'avère que c'est tout à fait un choix d'acteur et un choix de mise en scène. Or, lorsqu'on sait, je vais parfois spoiler, désolé pour ceux qui n'ont pas encore vu les films, Kaiser Soze, il s'avère à la fin du film que c'est Verbal Kint lui-même. Verbal Kint, pendant tout le film, on le voit boiter jusqu'au moment où il arrête de boiter et il part. J'ai une amie qui avait identifié le truc, elle m'a dit non, je sais que c'est lui, Kaiser Soze. Et quand on lui a dit pourquoi, elle a dit c'est parce que le diable boite. C'est une de ces caractéristiques de la chute du ciel dans la mythologie. On le représente parfois comme étant boiteux. Et c'est une caractéristique que partage également John Doe, qui est un personnage qui claudique, qui pervertit les commandements chrétiens et qui du coup devient une figure démoniaque qui amène notamment le personnage de John Mills à pécher lui-même, à accomplir le péché de colère.
Je vais revenir là-dessus, il y a une image qui n'est pas passée, donc je vous la relance ici. Voilà. La filiation entre le film noir et le fantastique, beaucoup de réalisateurs en sont très très conscients. Donc le film noir, on découvre des détectives privés souvent engagés engagés pour résoudre des affaires assez mystérieuses, mais non seulement l'objet principal de leur enquête n'est finalement qu'un point de départ qui va les faire rentrer dans un univers toujours plus sombre, où ils vont se rendre compte que rien n'est simple, que démêler le vrai du faux est extrêmement complexe. Et le réalisateur John Carpenter va clairement souligner la parenté entre le personnage de John Trent et le film noir, en donnant à l'acteur Sam Neill un tic qu'avait Humphrey Bogart dans le film Le Grand Sommeil, réalisé, qui est un film noir réalisé par Howard Hawks en 1946. Ici, je ne peux pas m'empêcher de faire un petit clin d'œil d'ailleurs à deux séries belges qui montrent d'une certaine façon que même lorsqu'on est dans le polar, la tentation du fantastique finalement n'est jamais très loin. Et on aime bien d'y mettre, sinon complètement un pied, au moins un orteil. La première image ici qu'on peut voir vient de la première saison de la série Ennemi Public. Et Ennemi Public installe à un moment donné des références un peu ésotériques. Dans un de ces épisodes, on a un personnage qui évoque Cernunnos, le grand dieu cerf, dont on a donné les attributs au diable par la suite. Vous voyez, le diable revient encore. On peut voir ici le personnage principal de la série La Trêve, où dans la saison 2, on a littéralement une séance de voyance. Pour faire avancer l'enquête, les personnages font appel à un médium. La manière de résoudre l'enquête fait vraiment partie des caractéristiques d'un récit de détective de l'étrange. Et finalement, parfois, il est étrange par les moyens qu'il emploie pour résoudre une affaire. Il y a toute une série évidemment de détectives dont on sait qu'ils sont presque clairvoyants, plus rapides que les autres. Des gens comme Sherlock Holmes ou autres qui savent démêler, détricoter des affaires particulièrement complexes et dévoiler les mystifications dont sont victimes les victimes, justement. Ici, on peut voir que dans ce cadre-là, l'ambiance qui est installée est toujours un peu à la lisière. On peut voir les quelques exemples que je viens de donner, que ne rentre pas forcément dans le fantastique de plein pied, les événements ne sont pas forcément surnaturels, mais l'importance du cauchemar, l'importance de la réflexion sur la norme, ce qui est du domaine du raisonnable ou pas, est bel et bien présent. Il y a un film qui vient de 1987 qui opère vraiment une synthèse entre le film noir et le fantastique. C'est un film réalisé par Alan Parker qui s'appelle Angel Heart, qui nous montre un privé joué par Mickey Rourke. Donc on peut revoir effectivement, on a tous les attributs du film noir. Hein. Donc on a un détective dans son bureau un peu à contre-jour, un détective qui a la boisson facile, qui aime bien fumer des clopes, qui est un peu désabusé, assez cynique, un peu au banc. C'est le genre de gens auxquels on fait appel quand on ne sait pas à qui faire appel d'autres. C'est un peu la dernière chance. Et il est engagé par ce personnage incarné par Robert De Niro, qui s'appelle Cypher, Louis Cypher, voilà, pour retrouver un individu qui ne veut pas s'acquitter d'une dette qu'il aurait vis-à-vis de lui. On est ici vraiment dans la conjonction des deux, et encore une fois, je le dis, il y a un nom qui évoque le diable qui peut arriver. Alors, est-ce que Louis Cypher est le diable? Je vais vous le dire un peu plus tard. Je pense que vous avez peut-être déjà des suppositions. Alors, on est ici dans un contexte qui est très contemporain, mais le détective de l'étrange, évidemment, ne rentre pas uniquement dans un cadre justement policier ou réaliste. Ici, l'image que je vous donne vient du film Sleepy Hollow de Tim Burton, et je trouve intéressant d'en parler, puisqu'il arrive sur nos écrans dans une période où il y a pas mal de films qui vont prendre l'argument du film historique pour en fait nous donner un récit d'enquête, basé sur des éléments surnaturels. Le film Sleepy Hollow se déroule en 1799. Il adapte donc une nouvelle de Washington Irving,
où on a un personnage qui s'appelle Ichabod Crane qui est confronté dans une petite ville, la ville du Val d'Ormand, à un mystérieux cavalier sans tête. Dans le texte d'origine, il s'avère que c'est une mystification complète. Dans le film de Tim Burton, on va faire d'Ichabod Crane, qui est, si je me rappelle bien, plutôt en assurant, un type assez malheureux dans la nouvelle d'origine, un policier qui, à l'aube d'un nouveau siècle, veut utiliser des nouvelles méthodes scientifiques que ses patrons refusent d'employer pour élucider des mystères. Il veut faire des premières autopsies, il veut procéder à des méthodes rationnelles, utiliser les méthodes scientifiques pour dépasser, pour inventer des nouvelles méthodes d'investigation. Parce qu'il est assez imbu de lui-même, ses supérieurs l'envoient à Sleepy Hollow justement pour qu'il confronte ces nouvelles thèses scientifiques à un mal qui est véritablement un mal occulte, un cavalier sans tête qui fauche des têtes à longueur de nuit. Le fait de transformer Ichabod Crane en détective de l'étrange et de situer le récit à cette époque-là me paraît assez révélateur d'un élément important dans la manière dont le détective de l'étrange a évolué. Donc, comme beaucoup de figures fantastiques et de figures de genre, le détective de l'étrange a des origines littéraires. Et on peut voir qu'il émerge notamment à travers des textes comme ceux d'Edgar Allan Poe ou Chesterton au XVIIIe et au XIXe siècle. Un auteur comme Chesterton va, dans la création de ces personnages, je vous donne le nom tout de suite, donc le père Brown et Gabriel Gale, s'inspirer de ses propres croyances dans un mouvement de pensée qui est caractéristique de cette époque, qui est le néo-thomisme, comme on l'appelle. Donc le néo-thomisme se réfère à saint Thomas d'Aquin, et en fait au XIXe siècle, le pape Léon XIII insiste beaucoup pour que la théologie de saint Thomas d'Aquin soit enseignée dans les écoles, et la théologie de saint Thomas d'Aquin part du principe qu'il n'y a pas de divorce entre la foi et la raison et qu'elles se fortifient mutuellement. Donc il y a l'idée que la science n'est pas là pour s'opposer littéralement à la croyance, mais qu'au contraire, elles doivent s'enrichir l'une et l'autre. Et un film comme Sleepy Hollow va, au niveau thématique, énormément brasser ces éléments-là. Le personnage d'Ichabod Crane va d'abord soumettre les événements qui se passent aux méthodes scientifiques récentes. Il est d'ailleurs équipé de toute une batterie d'engins, comme des lunettes particulières. Il pratique des autopsies aux grandes dames des prêtres présents dans le village. Mais à un moment donné, ça ne suffit pas. Le cavalier sans tête existe bel et bien, et lui-même, Crane, va devoir se réconcilier avec un passé qui le montre comme étant fils d'une sorcière qui a été martyrisé par un père haut placé dans le clergé, justement à cause d'une opposition entre la sorcellerie et le christianisme. Ces films qui nous replongent un peu aux origines du détective de l'étrange vont connaître aussi des avatars en France, plus ou moins dans la même période, un petit peu plus tard. Je trouve intéressant de parler justement du film Le Pacte des loups et du film Vidocq, parce que justement ils amènent quelques éléments similaires. Le Pacte des loups nous parle de la bête du Gévaudan. C'est une espèce de variation sur le chien des Baskerville, où la cour envoie Grégoire de Fronsac, un scientifique, pour élucider l'affaire de la bête du Gévaudan. Il s'avérera finalement que la bête, effectivement, n'existe pas, mais qu'elle a été créée par un groupe, une espèce de dissidence du clergé qui veut raviver les superstitions pour que la foi en Dieu se ravive également. On a d'un autre côté ici Vidocq incarné par Gérard Depardieu. Alors je ne vais pas rentrer beaucoup dans le personnage de Vidocq parce que je pense qu'on pourrait lui consacrer énormément on pourrait lui consacrer des heures entières. Je l'évoque principalement dans le sens où Vidocq est un personnage donc, qui a réellement existé, un criminel qui est devenu, qui a aidé les forces de police, et son incarnation telle qu'on peut le voir dans le film de Pitof qui arrive en 2001, en fait
un personnage qui se retrouve plongé dans un univers où le culte devient maître également. C'est-à-dire que le personnage de Vidocq de Gérard Depardieu meurt très, très vite au début du film, et puis il y a une autre personne qui doit enquêter sur sa disparition, et alors que Vidocq est un personnage réel, cette enquête va amener l'investigateur à découvrir que derrière le meurtre de Vidocq, il y a un individu qui s'appelle l'alchimiste, qui porte un masque susceptible d'aspirer l'âme de ses victimes. On est très 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 loin du contexte policier réel de Vidocq, mais c'est intéressant d'en parler dans le sens où Vidocq, le personnage historique, qui a ensuite, dont les mémoires ont ensuite été publiés, mais avec énormément de liberté par rapport aux faits, semble avoir inspiré, si j'en crois Stéphane Le Couëdec dans son intervention au colloque sur les détectives de l'étrange, Vidocq aurait inspiré des personnages comme le chevalier Dupin d'Edgar Allan Poe, entre autres. Donc il y aurait un lien entre Vidocq et les premiers détectives de l'étrange qui serait apparu. C'est donc intéressant de voir que le mouvement de Boomerang fait que, par contre, Vidocq, le personnage réel, devient confronté à un univers fantastique. Les deux films ici qu'on vous montre sont d'ailleurs fantastiques encore par d'autres aspects. On voit cette image du Pacte des loups qui est très baroque, très gothique. Ce sont des films par ailleurs qui prennent énormément de liberté avec le réel eux-mêmes. Le chevalier Grégoire de Fronsac qu'on peut voir ici est effectivement c'est un libertin, c'est un personnage hors norme, mais il a des caractéristiques physiques particulières. Donc c'est-à-dire que on a fait Sherlock Holmes qui était un maître de la savate. Lui, Grégoire de Fronsac pratique le kung-fu. On peut se demander ce que dans le Gévaudan fait quelqu'un qui pratique le kung-fu, mais voilà, il n'en demeure pas moins qu'il le pratique. Le personnage de Vidocq ici est tué par l'alchimiste qui virevolte et a l'air de pratiquer le kung-fu aussi, d'une certaine façon. Alors on pourrait se demander pourquoi cette passion pour le kung-fu dans le cinéma français des années 2000, dès qu'il s'agit de rentrer dans le domaine des grandes productions populaires, mais ça me donne envie de revenir un peu, de sortir un peu de l'Occident quand on parle des détectives de l'étrange, pour évoquer le cas de Détective Dee, donc, qui est un personnage inspiré, pour le coup, encore une fois, d'un personnage historique chinois, réel. Lui, ses aventures se situent en 690, et le détective Dee est un spécialiste des cas particuliers. Donc on est toujours aux limites de l'occulte. Alors après ici, la mythologie chinoise se déploie avec une grande vigueur, une grande force. On parle d'individus transformés par des parasites, d'épées qui sont capables de briser tous les matériaux. Voilà, on rentre dans une mythologie qui est typique du genre du wuxiapian, donc le film de sabre chinois. Donc Détective Dee a des capacités de réflexion hors normes. Parfois dans le second film de la saga, puisqu'il y a 3 films jusqu'ici, on le voit littéralement visualiser les différentes pièces de puzzle qu'il va pouvoir recomposer, et il pratique le kung-fu. Il n'est pas le seul. Ce que je trouve intéressant dans ces 3 films-là, je mets un peu Vidocq à part, mais j'avais envie d'en parler, ne serait-ce que pour évoquer le personnage et son influence probable sur les détectives de l'étrange, c'est que ce soit Sleepy Hollow, que ce soit Le Pacte des loups ou que ce soit Détective Dee, ils prennent part dans un contexte où il y a un grand bouleversement du monde qui entoure les protagonistes. On a un peu l'impression que cette confrontation de la raison des détectives à des événements surnaturels ou supposés comme tels sonne un peu comme une vague de résistance par rapport au changement en cours. L'image qu'on voit ici est la dernière image du film Sleepy Hollow. Le personnage d'Ichabod Crane qui a réussi à affronter le cavalier sans tête et qui, d'une certaine façon, a réconcilié les méthodes scientifiques et la sorcellerie d'antan, arrive le jour de l'an dans la nouvelle ville et s'exclame voilà, on arrive à temps pour le nouveau siècle. L'image qu'on voit ici est une image qui vient du final du Pacte des loups où le narrateur va malheureusement se faire guillotiner à la Révolution française. Donc on illustre des périodes de changement importants. Détective Dee lui-même aussi, même si le changement sera moins durable, montre un personnage qui arrive dans une époque où les Chinois doivent faire face à l'arrivée de la première impératrice au pouvoir. Même si elle ne conservera pas le pouvoir longtemps, néanmoins, le fait que ce soit une femme qui arrive à la tête de l'État amène toute une série de bouleversements, de complots et différentes choses. Donc comme dans le film noir, très souvent, le détective de l'étrange entre dans un territoire qui est bourré de faux-semblants, qui alterne différents complots, différentes alliances cachées, secrètes, et parfois c'est avec les forces du mal, ou des forces qui nous dépassent en tout cas. Alors,
Ceci étant posé, on revient un peu dans un cinéma un peu plus, qui s'ancre un peu plus dans notre ère contemporaine. Et à partir du moment où on définit le détective de l'étrange comme un personnage qui est doté d'outils de raison, d'outils scientifiques pour investiguer et peut-être même parfois agir sur des phénomènes paranormaux ou autres, on peut voir qu'il y a une profusion de personnages qui peuvent rentrer dans cette catégorie. Ici, la première image qu'on voit ici vient du film de 1982 Poltergeist de Toby Hooper, où une série de scientifiques tentent d'analyser les événements surnaturels qui se produisent dans une maison. Petit plaisir qui consiste à mettre un personnage relativement méconnu. Ici, vous avez Tony Curtis qui incarne le personnage d'Harry Erskine. Harry Erskine, qui est un personnage récurrent de l'œuvre de Graham Masterton, qui est un charlatan, mais qui est malheureusement pour lui très souvent reconduit à se confronter à des événements surnaturels qui sont réels. Là, en l'occurrence, il apparaît dans le film Manitou, où il assiste à la résurgence de mythes indiens qu'on croyait oubliés. Qui, pour la petite anecdote, seront d'ailleurs vaincus. Le Manitou sera vaincu par la science, puisque c'est dans une confrontation avec un esprit informatique qu'il finira par battre en retraite. Et puisqu'on parle de scientifiques investigateurs de l'occulte, même si on est dans le registre de comédie, je ne vois pas comment passer à côté des chasseurs de fantômes qui, possèdent effectivement une large part des films, en particulier du premier et même du remake qui a été fait, consiste en une enquête pour identifier d'où viennent les phénomènes surnaturels qui sont en train d'advenir. Mais en plus, évidemment, il y a le pur plaisir pop du gadget qui résonne un peu avec ce qu'on a vu dans Sleepy Hollow, donc d'avoir, si on doit combattre les forces du mal, il y a tout un attirail qui doit être fait. Et là, on est vraiment dans une imagerie pop à base de lasers, de pièges surdéveloppés que je trouve particulièrement réjouissantes. Difficile, si on parle d'investigateurs de l'occulte, de ne pas parler de ces personnages créés par Chris Carter. Là, on n'est plus dans le domaine de la télévision, même s'il y a eu des aventures filmiques donc de Mulder et Scully, donc les agents du FBI qui s'occupent des affaires non classées. Et là aussi, on peut voir, on est parfois dans le registre de la science-fiction, parfois plus de l'horreur, parfois du fantastique. Mais comme le personnage de Mulder, ici, croit aux ovnis, entre autres, c'est pour ça d'ailleurs qu'il est relégué un peu aux oubliettes du FBI, et il rencontre au début de la série, on lui adjoint un personnage extrêmement rationnel, et ensemble, ils vont constamment confronter leur point de vue sur les événements qui arrivent, et en même temps déceler, comme tout bon personnage de film noir d'une autre façon, que le monde dans lequel ils évoluent est rempli de complots à différents niveaux, à différents étages. Comme si le surnaturel et le mystère ne suffisaient pas, on se rend compte qu'en plus, les forces, le pouvoir en présence n'hésite pas à manipuler les choses pour complexifier la situation. Je ne me suis jamais retrouvé dans X-Files, d'ailleurs, je ne vous le cache pas, ça a plutôt eu tendance à me perdre. Mais je parlais tout à l'heure des investigateurs de Mindhunter qui se consacrent au serial killer. Ici, on peut voir le personnage de Frank Black qui apparaît dans la série Millennium, qui lui de son côté est spécialisé justement dans l'analyse des tueurs en série et des crimes de tueurs en série, notamment par sa capacité à adopter leur schéma de pensée, ce qui peut l'amener parfois à avoir des visions qui lui permettent de voir littéralement les crimes. C'est également un attribut que partage le personnage de Will Graham dans les romans et dans les séries tirées de Thomas Harris. Donc Will Graham étant le personnage qui a arrêté Hannibal Lecter, entre autres parce qu'il arrivait à penser comme lui. Ces capacités de déduction les amènent en fait à avoir presque une espèce de confiance surnaturelle, de raisonnement surnaturel. Ils pénètrent l'esprit d'individus hors normes, et d'ailleurs souvent ça leur fait peur. Eux-mêmes, ça les amène très régulièrement au bord de la folie, et la folie est malheureusement parfois une des choses qui attend le détective de l'étrange lorsqu'il ne sait pas se confronter avec les bons outils au monde qui l'entoure. D'autres panachés, voilà. Évidemment, je suis loin d'être exhaustif ici, parce que quand on commence à gratter, on se rend compte qu'il y a encore énormément de choses qu'on peut découvrir sur les détectives de l'étrange. Ici, à la même période que Sleepy Hollow, on a un flic désabusé qui va se retrouver confronté à des événements jaillissant au passage au nouveau millénaire. Un flic incarné par Arnold Schwarzenegger. En flic dépressif, Arnold Schwarzenegger qui essaye d'humaniser son personnage, mais pour rendre Arnold Schwarzenegger fragile, il lui faut un adversaire à la hauteur, et son adversaire, ce sera le diable, tout simplement. Alors,
On peut peut-être avoir quelques réticences à imaginer Arnold Schwarzenegger en flic dépressif. Je me dis que c'est imaginer un peu comme Elise Moon en Terminator, voilà, le choc peut être un peu violent. Mais néanmoins, c'est assez intéressant de voir que de nouveau, on a le diable qui arrive et qu'on a de nouveau un récit qui illustre un passage important. C'est le nouveau millénaire qui arrive. Et il y a une nouvelle confrontation à des forces antiques qui ressurgissent. Ici, l'image qu'on voit vient d'un autre film de John Carpenter qui s'appelle Prince des Ténèbres, qui est réalisé en 1987. Et dans Prince des Ténèbres, Carpenter part du principe qu'il va associer justement la religion et la science, puisqu'on a un groupe de scientifiques qui investissent une église pour analyser les signes du réveil d'une force qui pourrait bien être celle de Satan, ou du fils de Satan. Et il va illustrer la collaboration entre l'église et la science. Je ne sais pas si John Carpenter s'en serait revendiqué, mais on peut y voir effectivement une résonance du néo-thomisme qui visait à réunifier effectivement la pensée scientifique et la foi. Dans la même période, on a également la même période que le néo-thomisme. On a la pensée de Saint-Simon pour qui il fallait remplacer Dieu par la science. Faire un nouveau christianisme basé sur l'idée de mettre la science à la place de Dieu. Je ne vais pas trop m'aventurer là-dedans parce que je suis ni théologien, ni philosophe, ni sociologue, mais je trouve que ça peut au moins être des indices qui nous mettent sur la piste des différentes associations d'idées qui peuvent se produire quand on aborde la thématique du détective de l'étrange. Donc, il se confronte à Satan, et là on a la série Penny Dreadful, où notamment l'adversaire principal se révèle être de nouveau Lucifer, mais cette fois-ci qui est pris en chasse par un groupe de personnes qui convoquent toutes les grandes mythologies du fantastique, puisqu'on y trouve des loups-garous, la créature de Frankenstein, des vampires, et une sorcière, donc, qui est la promise à Lucifer, et donc qui elle de son côté va devoir résister à la tentation, quoi. C'est encore une fois ici le moment où je vois que le nom de Satan revient très très souvent quand il s'agit de trouver un adversaire au détective de l'étrange. Mais donc d'une certaine façon, lui, le détective de l'étrange, tel qu'on peut voir, donc je reviens à mes trois portes d'entrée dans l'univers, c'est finalement qu'est-ce qui finit par le caractériser. Et finalement, où est-ce qu'il va aussi. Si on prend le personnage de Dale Cooper, donc on a un personnage qui a toujours été à la lisière du fantastique de par ses méthodes. Il écoute ses rêves, malheureusement il les oublie. Voilà, c'est un personnage qui manipule bien l'humour, mais donc on apprend dans le 3e épisode de la série qui sait qui a tué Laura Palmer, et le lendemain matin, épisode suivant, on lui demande qui c'est, et il dit j'ai oublié. Il lui faudra 10 épisodes pour se souvenir de ça. Il utilise des méthodes particulières, mais à un moment donné, il va devoir franchir le cap. Il va devoir franchir le pas et aller se confronter aux forces qui règnent sur Twin Peaks, notamment aux puissances mystiques qui règnent dans les bois, et il va pénétrer dans la loge noire, où on dit qu'il va devoir se confronter à son double, et ceux qui perdent le courage risquent d'être enfermés dans la loge. Et c'est malheureusement ce qui va arriver. Donc c'est-à-dire que même les méthodes éprouvées de Cooper ne le préservent pas d'échouer lorsqu'il se confronte directement aux forces occultes. La série Twin Peaks a vraiment connu 2 grandes périodes de diffusion. La première, les 2 premières saisons au début des années 90, et puis la 3e saison a été diffusée très récemment. Et entre le gap des deux, Dale Cooper est resté enfermé dans la loge. Il n'a jamais su en sortir, sauf dans la 3e saison, et il en ressort, mais il est transformé. Il y a des choses qui se passent. Le personnage de John Trent qu'on peut voir ici, lui de son côté, va s'appuyer autant que possible, comme Ichabod Crane dans Sleepy Hollow, à démystifier les choses. Et l'un comme l'autre, à un moment donné, vont devoir se rendre compte que ça les dépasse. Que non, tous leurs outils pour décrypter le réel ne suffisent pas. Il y a quelque chose qui est au-delà et qu'on ne comprend pas. Tous ces personnages, à un moment donné, doivent presque un peu faire acte d'humilité, se dire les moyens scientifiques qu'on connaît habituellement ne sont pas suffisants pour appréhender le monde dans sa totalité. On doit accepter de parfois renouer avec des anciennes traditions ou essayer de trouver de nouveaux moyens, de nouvelles méthodes. Parfois, l'enquêteur, justement, est confronté à la notion de norme. Qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui n'est pas acceptable dans un raisonnement. Et notamment, certains diront, mais alors je dois sortir des normes, je dois sortir de mes schémas de pensée habituels pour prendre en considération d'autres choses. Ça ne se fait pas sans mal, généralement, et ça applique souvent une transformation du personnage. Harry Damour, ici, dans Le Maître des Illusions,
se retrouve dans un univers qui m'apparaît comme étant presque un commentaire permanent sur la notion de réel et d'imaginaire. C'est-à-dire que puisqu'il enquête dans un monde qui est le monde de l'illusion, donc en fait le point de départ de son enquête, c'est le meurtre sur scène d'un des plus grands illusionnistes du monde, qui s'appelle Swann, et il va découvrir en fait que ce grand illusionniste n'était pas qu'un illutionniste, mais c'était aussi un magicien. Le film insiste très tôt sur cette différence. Il y a les illusions, ce sont les trucs, c'est David Copperfield, et il y a la vraie magie. La vraie magie qui est un vrai pouvoir qui existe encore. Et le film va constamment commenter cette différence. Elle ne va pas forcément s'appuyer esthétiquement dessus pour induire un trouble chez le spectateur qui consisterait à se dire mais finalement quand est-ce que le personnage est dans la réalité ou quand est-ce qu'il est dans un autre univers ou autre, chose que font davantage Twin Peaks et L'Antre de la Folie. Mais le parcours de Damour est celui d'un homme qui à un moment donné doit accepter qu'il est constamment ramené à des forces qui le dépassent et son parcours va lui faire changer radicalement de perception sur le monde qui l'entoure, dans tous les sens du terme. Souvent, le détective de l'étrange, lorsqu'il est confronté à des phénomènes rationnels, il est hors norme, comme je le disais, pour les autres personnages, parce qu'il en sait plus que lui. Il sait il sait tout de vous rien qu'en vous regardant. Il sait voir à la manière dont vous êtes habillé ou autre que vous venez d'un certain type de milieu social, que votre femme vient de vous quitter ou autre. Souvent, dans le détective de l'étrange, on aime bien de dire que ses capacités sont complètement hors normes et qu'il est presque voyant. Et on peut voir que souvent, lorsque ce type de détective se confronte vraiment au monde de l'occulte, c'est une des issues possibles. C'est le fait qu'il devient clairvoyant et qu'il devient véritablement médium. Dans le cas de Dale Cooper, la 3e saison de Twin Peaks est très longue à nous montrer comment il retrouve ses moyens, mais lorsqu'il retrouve toutes ses connaissances, toutes ses compétences, puisqu'il est amnésique une partie du temps, on voit qu'il communique directement avec la Black Lodge, qui sait comment elle fonctionne, et il est même en mesure de voyager dans le temps pour résoudre des problèmes, entre autres le meurtre de Laura Palmer, qui était survenu bien avant. Le temps et l'espace n'ont plus de limite pour lui. Il a tellement été imprégné de la Black Lodge suite à son échec qu'il a atteint une forme d'omniscience, même s'il se perd de nouveau, parce que le mystère est constant. Donc il finit par arriver dans un autre niveau de réalité qui lui échappe. Il a changé trop de choses et il est de nouveau perdant là-dedans. Être perdant, c'est également ce qui arrive à John Trent. À un moment donné, la réalité n'est plus ce qu'elle était, c'est dit textuellement dans le film. Ces méthodes de rationalisation ont échoué et à un moment donné, il essaye de combattre le mal qui est en train d'altérer complètement la réalité. Donc, Sam Spade affronte l'indicible, comme je le disais, des créatures Lovecraftiennes sont en train d'émerger partout, parce qu'un écrivain a acquis le pouvoir, par la croyance en son œuvre, de transformer le monde. C'est-à-dire que plus de gens croient dans ce qu'il écrit, plus le monde se transforme en ses récits. Et le personnage de John Trent, à un moment donné, est complètement dépassé, notamment lorsqu'il apprend que lui-même n'est peut-être qu'un personnage de fiction qui a été écrit pour les besoins de l'histoire. Donc, la conclusion de tout ça, c'est qu'il est démuni et... L'Antre de la Folie ne porte pas son nom pour rien, ça se termine par un grand éclat de rire de John Trent qui regarde son propre film, donc la folie est l'issue pour lui, en l'occurrence. Parce que peut-être il n'a pas su accepter ce qui se passait. Le personnage de Damour, au sein du maître des illusions, finit le film encore plus désabusé qu'il n'était au début. Mais comme c'est un personnage littéraire, la suite de son histoire va se prolonger notamment dans un ouvrage intitulé Les Évangiles écarlates, où il est amené à se rendre en enfer, dans un conflit avec Pinhead, le Cénobite, le prêtre des enfers, créé par Clive Barker également dans la franchise Hellraiser, Pinhead voulant prendre la place de Lucifer dans les enfers. Au terme de ce conflit, Damour devient aveugle et reçoit des pouvoirs de médium qui vont lui permettre de nouveau d'aider d'autres personnes. Donc le détective de l'étrange, ses compétences, ses connaissances logiques, sa confrontation peut l'amener à devenir véritablement un voyant dans le sens le plus pur du terme. Lucifer, Louis Cypher, donc c'est... Comme je le disais ici, on peut voir donc dans Angel Heart, effectivement, on apprend que Louis Cypher était donc bel et bien Lucifer. Le scoop a été un peu éventé, on va dire. On le fait, je pense que c'est nécessaire de poser ça dans le sens où il y a une question d'ironie dramatique par rapport au détective de l'étrange que je trouve important. Donc l'ironie dramatique, c'est ce que connaît le spectateur de l'histoire à laquelle il va assister au moment où elle commence. Ça détermine un peu ses attentes, ça détermine comment il est prêt à se positionner par rapport au récit.
Et donc, on ne rentre pas en tant que spectateur dans un récit policier comme on rentre dans un récit fantastique. On n'est pas disposé à ce que l'histoire parte dans les mêmes, dans les mêmes développements. Si vous regardez un récit policier, je reprends Julie Lescaut, et qu'à la fin d'un Julie Lescaut, on se rend compte que c'est un vrai vampire, qui est le spectateur va le rejeter. Comme on le dit dans le colloque ici sur les détectives de l'étrange, ça apparaît comme un Deus ex machina, c'est-à-dire qu'on fait rentrer dans un univers qui est posé comme réaliste, quelque chose qui le dépasse totalement, et là il y a une résistance de la part du spectateur. C'est dire je ne veux pas que cette histoire-là se termine. Hercule Poirot n'a aucune raison de se retrouver confronté à des vrais vampires à la fin. Sherlock Holmes aussi, il est toujours il déjoue les trucs. Scooby-Doo aussi. Scooby-Doo, il n'y a que dans le dernier film Scooby-Doo qu'on voit que le fantastique peut être réel dans l'univers de Scooby-Doo. Mais ici, cet élément qui me fait perdre un peu le fil de ma pensée, Scooby-Doo étant un personnage important pour nous tous, et donc voilà, ça évoque plein de souvenirs. Un peu, j'essaie de retrouver le fil de ma pensée. Donc oui, donc Lucifer revient alors à ce moment-là comme étant une conclusion finalement qu'on peut accepter que dans un récit qui est ouvertement fantastique. En tant que spectateur, je pense que c'est pour ça notamment que des films comme Le Maître des Illusions ou que L'Antre de la Folie, tout ça, débutent par des informations très claires vers le spectateur pour lui dire vous êtes dans un film fantastique, dans un film d'horreur, pour que le contrat qui est passé même inconsciemment entre le spectateur et le récit puisse fonctionner. Tout le monde sait dans Angel Heart depuis le début, depuis l'apparition de Robert De Niro, qu'on est bel et bien face à Lucifer. Alors ça crée un peu un porte-à-faux par rapport à la manière dont on rentre dans l'histoire, c'est-à-dire qu'en tant que spectateur, on a des informations que le personnage principal n'a pas. On sait qu'il rentre dans un univers qui va le dépasser. Donc le plaisir qu'on peut prendre au développement de l'histoire n'est pas le même. On a un léger décalage là-dedans, tout du moins toute une partie du récit, jusqu'au moment où le détective lui-même va avoir tous les éléments qui lui permettent d'affronter également les forces. Je pense que c'est nécessaire parce que la position du détective peut nous amener à penser qu'on va être dans un récit rationnel et que si on ne casse pas d'emblée cette information-là, si on ne donne pas les cartes de l'univers dans lequel on rentre, on risque de perdre le spectateur à un moment donné. Ce faisant, la récurrence du personnage de Satan m'a assez interpellé puisqu'on l'a vu revenir donc à la fois dans des genres plus réalistes, donc dans Usual Suspect, dans Seven. On l'a vu revenir énormément de fois ensuite au cours des différents exemples qui sont amenés. Et c'est ce qui fait en fait que, d'une certaine manière, au cinéma ces dernières années, c'est vraiment l'adversaire de taille qui a souvent émergé. Alors est-ce que c'est encore une fois un écho au néotomisme, qui fait que la foi chrétienne se ressent dès qu'il s'agit d'avoir des personnages qui se confrontent à une vision de l'occulte, et que cet occulte, du coup, est un occulte religieux. La question est posée, mais je pense du coup assez révélateur de voir que les détectives de l'étrange les plus populaires de ces dernières années sont des personnages qui, justement, se confrontent à Satan, aux démons et à ses incarnations dans une optique de mythologie 100% chrétienne, et ce sont les époux Warren. Donc les époux Warren arrivent au cinéma dans le premier film The Conjuring en 2013, sous la houlette de James Wan. On voit encore une fois que la question de la réalité des investigateurs et ce qu'ils affrontent est importante, puisque tout comme Vidocq est inspiré d'un personnage réel, les Warren sont également des personnages réels. Ce sont évidemment des personnages très ambigus. Ils ont été régulièrement accusés d'être des charlatans, des arnaqueurs. Et la série qui leur est consacrée, la série de films, est particulièrement intéressante dans le sens où on peut voir qu'on joue sur ce rapport au réel avec des personnages qui entrent dans une vision du fantastique qui est non seulement traditionnel, mais même presque traditionnaliste d'une certaine façon. On a vraiment les personnages auxquels on va sont très croyants. Le personnage de Ed Warren, sans être prêtre, a été un des seuls à pouvoir exercer des exorcismes au nom de l'Église. Son épouse, elle, est dotée de pouvoirs de médium. On revient encore à cette clairvoyance d'un détective de l'étrange. Et ils sont principalement appliqués dans des histoires d'exorcisme
comme on peut le voir ici, où la Bible, d'une certaine façon, est le talisman qui permet de vaincre le mal généré par Satan. On n'est pas dans un imaginaire qui va réinventer des formes ou les exploiter d'une autre façon, comme chez Barker ou Carpenter avec John Trent. On est vraiment ici dans l'application presque d'un catéchisme fictionnel auquel toute la saga consacrée au film Warren va se soumettre, littéralement. Nos personnages, vous voyez, un peu comme dans Poltergeist, ils sont équipés également d'outils pour analyser le réel, pour analyser la réalité des phénomènes auxquels ils assistent. Ed Warren dit « je crois aux démons, je crois au diable, je ne crois pas aux vampires », par exemple. Donc il montre justement qu'ils peuvent être sceptiques. Le deuxième film de la saga Conjuring, qui en compte 3, montre, et je trouve ça assez intéressant, que ce sont les Warren qui sont sceptiques quant aux affaires de possession qu'on leur montre. Donc comme quoi leur qualité de détective ne les amène pas forcément à croire automatiquement dans l'irréel ou dans le surnaturel. Ils remettent les choses en doute également. Donc il y a une méthode d'investigation qui est précise chez eux. C'est étonnant de voir d'une certaine façon que ce fantastique très traditionnel est pourtant un de ceux les plus populaires probablement, puisque l'univers de The Conjuring, qui fonctionne un peu comme l'univers des Marvel, comme un réseau de films qui s'interconnectent entre eux, est particulièrement populaire et particulièrement vivace. Donc le premier film The Conjuring arrive en 2013, et depuis, il y a eu un total de 8 films consacré au Conjuring Universe, qu'on pourrait appeler. Donc on a les trois films consacrés aux Warren. On a 3 films consacrés à Annabelle, la poupée démoniaque qui apparaît dans le premier film The Conjuring. On a la nonne, qui apparaît au début du deuxième film The Conjuring. On a la malédiction de la dame en blanc, qui est une tentative, à mon sens, de sortir du schéma très traditionnel. C'est-à-dire que très souvent, dans l'univers du Conjuring, on a la petite famille américaine typique confrontée à une malédiction. Les gens sont très croyants. L'Église est omniprésente, à la fois en tant que conviction, mais aussi en tant qu'architecture. Il y a des églises partout. Les crucifix sont un modèle de défense efficace contre le démon. La malédiction de la dame en blanc nous amène un peu plus du terrain des légendes mexicaines, mais le dénominateur commun revient quand même à la religion traditionnelle. C'est assez intéressant de voir que cette vision du détective qui se base sur une interprétation réelle ramène en même temps la vision du fantastique à quelque part un fantastique que la plupart des gens connaissent, à savoir les figures du diable, les figures du démon. On baigne dedans, tout le monde sait ce que c'est qu'un crucifix, tout le monde sait, ce sont des mythologies qui ne sont pas à réexpliquer, et c'est peut-être une des choses qui explique que le spectateur puisse facilement rentrer dedans. Quand bien même, en la matière, on a vraiment tout l'attirail, hein. Les démons sont cornus, on est vraiment dans une interprétation très stricte de l'imagerie chrétienne. Donc d'une certaine façon, le détective de l'étrange, tel en tout cas que j'ai pu l'appréhender, je dirais que son combat est constamment un combat contre l'incrédulité, les limites de la science et la mesure du réel et de la vérité. C'est-à-dire que lorsqu'à un moment donné, les outils qui lui permettent d'appréhender le réel, soit les systèmes logiques, soit les lois physiques, soit les instruments de mesure, ne suffisent plus, il doit changer son mode de pensée. S'il veut accepter la vérité du monde qui l'entoure et qui ne correspond peut-être pas au réel tel qu'il se l'imagine. Le personnage de John Trent, comme on peut le voir, illustre ça à mon sens, parce que je vois un peu le détective de l'étrange comme un personnage constamment aux lisières. C'est un personnage qui peut basculer dans la folie, mais qui peut aussi ouvrir de nouvelles possibilités de voir le monde qui nous entoure. Et il peut voir à ce moment-là peut-être la vérité plus que la réalité, c'est peut-être son attribut. Et donc, pour un peu terminer cette prise de parole, donc, je vais citer Laurie Guillot dans Les détectives de l'occulte, qui pose une question que je trouve intéressante par rapport à ce personnage, c'est dire, est-ce que l'enquête policière n'est pas la forme profane de la quête ésotérique ? Alors, comme je pose la question à chacun de se refaire son avis. Je vous invite à découvrir les films si vous avez été intrigué pour apporter également vos indices à l'enquête. Et moi sur ce, un petit pouce et je vous remercie d'être là.